On m'a tout pris. Les murs que j'appelais chez moi, les souvenirs accrochés à ces murs, et même le reflet de la femme que je croyais être, renvoyé par les yeux de l'homme que j'aimais. On m'a laissé au point zéro, avec pour seule fortune une valise et le silence assourdissant d'une vie à réinventer. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en emportant les briques, il a laissé derrière lui l'architecte. Et cette histoire, ce n'est pas celle de la fin de mon mariage. C'est celle de la construction de ma forteresse. Voici comment, en me laissant sans rien, il m'a, sans le savoir, tout offert. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle de la fin d'un mariage. C'est celle de la naissance d'une femme. Je m'appelle Élise, et pendant 15 ans, mon identité s'était dissoute dans un nous. Un nous confortable et rassurant. Un cocon tissé de projets communs et de rituels partagés. Notre appartement, un 3e étage haussmannien avec vue sur les toits de Paris, était pas simplement un lieu de vie. Était le théâtre de notre bonheur. Chaque objet racontait une histoire. Ce vase en céramique déniché lors d'un week-end à Giverny, cette bibliothèque immense que nous avions montée ensemble un dimanche de pluie, les étagères ploquant sous le poids de nos lectures croisées. Nos amis étaient ses amis, devenus les nôtres. Nos projets étaient ses ambitions, que j'avais épousées avec la même ferveur que lui. J était devenue la gardienne de notre sanctuaire, la moitié dévouée d'un tout qui me semblait indestructible. Un château de cartes érigé avec tant de soin, tant d'amour, que je le croyais de pierre. Mais les châteaux de cartes, aussi magnifiques soient-ils, écroulent au moindre souffle. Le mien s'est effondré dans le silence glacial d'un mardi soir. Il n'y a pas eu de cris, pas de vaisselle cassée, pas de drame shakespearien. La vérité n'a pas déferlé comme une tempête. Elle s'est insinuée comme un poison lent, qui a rongé un à un les piliers de mon existence. J était en train de préparer le dîner, le parfum du basilic frais flottait dans la cuisine. Il est rentré, plus tard que d'habitude. Son visage était un masque d'indifférence polie. Il a posé son téléphone sur la table de l'entrée, écran allumé. Et c'est là que je l'ai vu. Un simple message, une simple phrase qui a fait basculer mon monde. Hâte de te retrouver. Loin d'elle. Ce ne fut pas seulement la trahison, cette blessure aiguë et brutale. Ce fut la découverte, seconde après seconde, que la vie que je menais depuis des années était qu'une illusion. Une mise en scène orchestrée avec une précision chirurgicale. En remontant le fil, les pièces du puzzle se sont assemblées dans un tableau monstrueux. Ce séminaire à Lyon, était un week-end à Rome. Ces longues soirées au bureau, des dîners dans des restaurants où nous n'étions jamais allés. L'homme qui partageait mon lit, mes doutes et mes secrets était un inconnu. Et moi, Jay, étais une simple figurante dans une pièce dont il était le seul metteur en scène. J'avais joué mon rôle à la perfection, sans jamais lire le script. La douleur de cette révélation fut viscérale, une fracture ouverte de l'aile, âme. Je me souviens être restée assise sur le sol de la cuisine pendant des heures, le froid du carrelage s'insinuant dans mes os, incapable de pleurer, incapable de bouger. Le monde continuait de tourner dehors, les phares des voitures balayaient le plafond, mais à l'intérieur de moi, tout était arrêté. Mais c'est durant la procédure de divorce que l'humiliation est devenue mon ombre. La douleur au moins est une chose intime. L'humiliation, elle, est un spectacle public. Devant les avocats, notre vie a été réduite à une liste d'actifs. Notre amour, a des clauses. Il a gardé l'appartement. Chaque meuble que nous avions choisi ensemble. Chaque mur que nous avions peint. Chaque souvenir imprégné dans le parquet est resté avec lui. Il a gardé la voiture de nos escapades en Normandie. Et avec un sourire distant, protégé par la froideur des textes de loi, il a tenté de me prendre ma dignité. Il a argumenté sur la valeur d'une bague de fiançailles, sur la répartition d'un plan épargne, me réduisant à un inventaire de biens matériels et des échecs. Il m'a laissé au point zéro, avec une valise pour seule fortune et le poids écrasant d'un avenir dont j'ignorais par quel bout le prendre. Ce qu'il ne savait pas, et que j'ignorais moi-même, c'est que le point zéro n'est pas un anéantissement, c'est le plus puissant des recommencements. Ma nouvelle vie a commencé dans un studio de 20 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Les murs étaient blancs, nus, et l'unique fenêtre donnait sur une cour grise. Le premier soir, assise sur mon matelas posé à même le sol, le silence était si dense, qu'il me semblait pouvoir le toucher. Ce était plus le silence pesant de la fin de mon mariage, sec, était le silence du vide. J était seule. Vraiment seule, pour la première fois de ma vie d'adulte. Les premières semaines furent un brouillard de chagrin. Les matins, la solitude était si épaisse qu'elle ôtait le souffle. Je me réveillais avec cette boule au ventre, cette angoisse sourde, qui me rappelait que le cauchemar de la veille était ma nouvelle réalité. Je n'avais pas faim.
Je me forçais à manger un yaourt, juste pour ne pas disparaître complètement. Les nuits étaient les pires. Je m'endormais en larmes, serrant contre moi un oreiller comme on s'accroche à une bouée, le souvenir de ce que j'avais perdu me hantant jusqu'à l'épuisement. Je me sentais invisible, effacée, comme si la femme que j'avais été raturée de l'histoire. Et puis, un jour, quelque chose a changé. Était un samedi matin. Le soleil filtrait à travers la fenêtre sale, dessinant un carré de lumière sur le sol. Je me suis regardée dans le petit miroir de la salle de bain. J'ai vu un visage fatigué, des yeux cernés, mais j'ai vu aussi une étincelle de défi. J'en avais assez de pleurer, j'en avais assez de ce blanc hospitalier qui me rappelait ma propre vacuité. Je suis sortie, et j'ai marché jusqu'au magasin de bricolage. Sans réfléchir, j'ai choisi la couleur la plus audacieuse, la plus vivante que j'ai pu trouver. Un jaune soleil, éclatant, presque insolent. De retour dans mon studio, j'ai mis de la musique, une vieille playlist de mes années étudiante, avant lui. Et j'ai commencé à peindre. Chaque coup de rouleau sur ce mur blanc était un acte de rébellion. Je ne pleurais pas, je transpirais. Je ne subissais plus, j'agissais. Quand j'ai eu terminé, le mur face à mon lit irradiait de lumière. Ce N était qu'un mur, mais pour moi, était la première pierre de ma nouvelle existence. Était la preuve que je pouvais encore créer de la beauté à partir de rien. Ce mur jaune fut le début de tout. J'ai commencé à remplir le vide, non pas avec des choses, mais avec moi-même. J'ai retrouvé des passions que j'avais enterrées sous les couches du nous. Moi qui avais toujours aimé dessiner, était arrêtée parce que Marc trouvait que ça faisait trop de désordre. J'ai acheté un carnet de croquis et des crayons. J'ai commencé à dessiner les gens dans le métro, les arbres du parc, l'architecture de mon quartier. Mes premiers traits étaient maladroits, hésitants, mais peu à peu, ma main s'est souvenue. Et dans le silence de mon studio, le crissement du crayon sur le papier était la plus douce des musiques. Était ma voix, qui s'exprimait à nouveau. Ensuite est venue la reconquête de l'espace public. Au début, sortir seul me terrifiait. Aller au cinéma seul, m'asseoir à la table d'un restaurant seul, me semblait être un aveu d'échec, un projecteur braqué sur ma solitude. La première fois, je me suis installée à la terrasse d'un café avec un livre comme bouclier. J'étais persuadée que tout le monde me regardait avec pitié. Mais en levant les yeux, j'ai vu que personne ne faisait attention à moi. Chacun était dans sa propre vie. Et une vague de liberté m'a submergée. Était plus la moitié de quelqu'un. Était une entité complète. Je pouvais commander un café, le boire à mon rythme, regarder les gens passer, et repartir quand je le voulais. Était simple, banal, et pourtant, était une révolution. Étape suivante fut un voyage. Seul. L'idée m'est venue sur un coup de tête. J'ai réservé un billet de train pour Lisbonne, une ville où je n'étais jamais allée. Les premiers jours furent déstabilisants. L'habitude de me tourner vers quelqu'un pour partager une impression, pour demander un avis, était tenace. Mais j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à écouter mes propres désirs. Je me suis perdue dans les ruelles de l'Alfama. J'ai mangé des pastéis de nata en regardant le Tage. J'ai écouté du fado dans une petite taverne sombre, et pour la première fois, j'ai pleuré non pas de tristesse, mais d'une émotion pure. Être si intensément vivante. Et c'est là-bas, assise sur un muret face à l'océan, que j'ai ri. Un vrai rire, venu du fond du ventre, en repensant à une situation cocasse. Un rire sans écho. Et j'ai découvert la musique de mon propre rire. Il était plus fort, plus clair que dans mes souvenirs. La reconstruction passait aussi par le travail. J'avais un petit poste dans une agence de communication, un emploi que j'avais gardé pour sa flexibilité, pour être disponible pour notre vie. Maintenant, je n'avais plus de contraintes. J'ai demandé plus de responsabilités. J'ai proposé de nouveaux projets. Au début, mes collègues étaient surpris de voir cette femme discrète, prendre soudain la parole en réunion, défendre ses idées avec une conviction nouvelle. J'ai suivi une formation le soir pour acquérir de nouvelles compétences. J'ai travaillé dur, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour moi. Pour me prouver que j'étais capable, que ma valeur ne dépendait pas de mon statut marital. 6 mois plus tard, j'obtenais une promotion. Le chèque de paye était plus élevé, bien sûr, mais la vraie richesse, était la fierté que je lisais dans mon propre regard chaque matin. Au milieu de ce tourbillon, de nouvelles amitiés sont nées, et d'anciennes se sont transformées. Certains amis du nous avaient disparu, mal à l'aise, ayant choisi un camp. Mais d'autres sont restés,
et de nouvelles personnes sont entrées dans ma vie. Des gens qui ne me connaissaient pas comme la femme de Marc. Ils me voyaient pour qui j'y étais, Élise. Une femme avec ses passions, ses défauts, ses ambitions. Avec eux je n'avais pas d'histoire à réécrire, pas de rôle à jouer. Je pouvais être simplement moi. Je me souviens d'un dîner avec une nouvelle amie, Clara. Elle m'a demandé, « Et toi Élise, qu'est-ce qui te fait rêver ? Pas pour un couple, pas pour une famille. Juste pour toi. » Cette question, si simple, m'a laissé sans voix. Personne ne me l'avait posée depuis des années. Et j'ai réalisé que je recommençais à peine à connaître la réponse. Le chemin a été long. Il y a eu des jours de doute, des vagues de tristesse qui revenaient sans prévenir, au détour d'une rue, à tel, écoute d'une chanson. Le processus de deuil n'est pas linéaire. Mais j'ai appris à naviguer ces vagues. J'ai aussi appris à pardonner. Non pas à lui. Je ne crois pas que je pourrais jamais pardonner la cruauté de la tromperie. Mais j'ai appris à me pardonner à moi-même. Me pardonner de n'avoir pas su voir. Me pardonner d'avoir permis à mon identité de s'effacer. Me pardonner d'avoir cru qu'un amour pouvait être une forteresse alors qu'il mène, était qu'un château de cartes. Ce pardon a été la clé qui m'a libéré du poids du passé. Aujourd'hui quand je regarde en arrière, je ne vois plus la femme brisée sur le carrelage de sa cuisine. Je ne vois pas une survivante. Je vois une femme qui est née de ses propres cendres. Mon appartement n'est pas grand. Mais chaque objet a été choisi par moi. Pour moi. Le mur jaune est toujours là, comme un phare dans ma vie. J'ai un travail qui me passionne, des amis qui me nourrissent, et des projets qui sont les miens. Je voyage encore seul, parfois, juste pour le plaisir de n'avoir de compte à rendre à personne. La femme que je suis aujourd'hui n'a pas reconstruit une maison. Elle a bâti une forteresse. Une forteresse dont les fondations sont faites de résilience, les murs de confiance en soi, et les fenêtres ouvertes sur un avenir que j'ai dessiné moi-même. Il a cru me laisser sans rien. Il m'a pris les meubles, la voiture, l'argent. Mais il a oublié l'essentiel. Il m'a laissé la seule chose qui comptait vraiment, moi. Et cette femme-là, il ne pourra jamais la lui prendre. De mes remparts, la vue est magnifique. Et elle donne sur un horizon infini de possibilités. Pour comprendre l'effondrement, il faut se souvenir de la construction. Pour comprendre la forteresse que je suis devenue, il faut voir le château de cartes que j'habitais. Et ce château, il a commencé à Saïns, érigé un soir d'octobre dans une petite galerie d'art du Marais. L'air était vibrant, un mélange d'intellectualisme parisien, de vin blanc un peu trop froid, et du parfum des manteaux encore humides de la pluie fine qui tombait dehors. J'y étais là un peu par hasard, entraîné par une amie. Je me sentais légèrement en décalage, observant plus que je ne participais, un verre à la main, pour me donner une contenance. Les murs blancs étaient couverts de toiles abstraites, des explosions de couleurs que je ne prétendais pas comprendre. Et c'est au milieu de ce chaos maîtrisé que je l'ai vu pour la première fois. Marc. Il n'était pas le plus bruyant ni le plus extravagant. Au contraire. Il se tenait un peu à l'écart, en conversation avec l'artiste. Il y avait en lui une sorte de calme magnétique, une assurance tranquille, qui le faisait se détacher de la foule. Il portait un simple pull en cachemire bleu nuit, qui faisait ressortir la chaleur de son regard. Quand son regard a croisé le mien, il ne l'a pas détourné. Il m'a offert un sourire léger, presque imperceptible, un sourire qui ne semblait destiné que à moi. Était comme si, dans cette pièce remplie de monde, il venait de créer une bulle juste pour nous deux. Plus tard dans la soirée, il s'est approché. Je m'attendais aux phrases de drague habituelles, mais il m'a simplement demandé. Laquelle de ses œuvres vous parle le plus ? Et pourquoi ? Sa voix était grave, posée. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à comprendre. Et j'ai été désarmé. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, oubliant les tableaux, le bruit, les autres. Ce qui m'a attiré, ce N, était pas seulement son intelligence évidente, ou son charme discret. Était sa façon d'écouter. Quand je parlais, il était entièrement là. Il ne regardait pas par-dessus mon épaule, il ne préparait pas sa prochaine réplique. Il m'aime, écoutait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti non seulement entendu, mais véritablement vu. À cette époque, Marc était l'incarnation de la promesse. Il était ambitieux, mais pas écrasant. Il travaillait dans la finance, un monde qui même, était totalement étranger. Mais il en parlait avec une passion qui le rendait fascinant. Il avait des projets, des visions. Il voulait construire, réussir, laisser une trace. Mais cette ambition semblait toujours tempérée par une douceur, une attention aux détails qui me touchait profondément. Il se souvenait du nom de mon chat, du livre que je lisais, de cette anecdote que je lui avais racontée sur mon enfance.
Il m'apportait des croissants le dimanche matin, juste parce qu'il savait que j'adorais ça. Il semblait être cet équilibre parfait entre la force et la tendresse. Un homme capable de conquérir le monde, mais qui choisirait toujours de rentrer à la maison le soir. Il était le roc sur lequel je pensais pouvoir bâtir ma vie entière. Je me souviens d'un week-end en particulier, quelques mois après notre rencontre. Était notre première escapade, un voyage improvisé sur la côte normande, à Étretat. Le ciel était d'un gris perle, l'air vif et salé. Nous avons marché des heures sur les sentiers qui surplombent les falaises. Il n'y avait presque personne, juste le cri des mouettes et le fracas des vagues en contrebas. Nous nous sommes arrêtés au sommet de la falaise d'Aval, le vent fouettant nos visages. Le spectacle était à couper le souffle. La mer immense, d'un vert profond, et cette arche de craie sculptée par les siècles, un monument de puissance et de résilience. Je me sentais infiniment petite, et en même temps, infiniment vivante. Marc m'a prise dans ses bras par derrière, posant son menton sur mon épaule. Nous sommes restés silencieux un long moment, simplement à contempler. Puis, il a murmuré à mon oreille, sa voix couvrant à peine le bruit du vent. « Regarde ça, Élise. C'est ce que je veux construire avec toi. Quelque chose d'aussi grand, d'aussi solide que ça. Quelque chose qui résiste à toutes les tempêtes. » À cet instant précis sous ce ciel normand, j'ai cru à chaque mot. J'ai cru que notre amour était cette falaise, que notre avenir était cet horizon sans fin. Il ne m'offrait pas une bague, il m'offrait une certitude. La certitude que nous étions le début d'une histoire indestructible. J'ai fermé les yeux, m'imprégnant de la chaleur de son corps contre le mien, du goût du sel sur mes lèvres, et de la force de sa promesse. Je l'ai gravée dans mon cœur, comme si elle était taillée dans la roche elle-même. Je ne savais pas encore que même la roche la plus dure peut éroder, grain par grain, dans le silence, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le vide. La promesse d'Étretat n'est pas restée suspendue dans le vent. Elle est redescendue avec nous, s'est installée dans notre quotidien, devenant la fondation invisible de tout ce que nous allions bâtir. La transition du nous de la rencontre au nous du mariage s'est faite sans heurts, comme un fleuve qui rejoint la mer. Était une évidence. La suite logique de nos conversations, de nos rires, de nos silences complices. La demande n'a pas eu lieu sur une falaise battue par les vents, ni au sommet d'une tour illuminée. Marc, en maître de la mise en scène intime, a choisi notre premier véritable appartement. Un 2 pièces sous les toits, avec des poutres apparentes et un charme un peu bancal que nous adorions. J'y étais rentré tard d'une journée de travail épuisante. En ouvrant la porte, j'ai été accueilli non pas par l'obscurité habituelle, mais par la lueur vacillante de centaines de bougies. Elles formaient un chemin sur le parquet, serpentant entre nos quelques meubles, éclairant les photos de nous qu'il avait accrochées partout. Au bout de ce chemin de lumière, dans le salon, il se tenait debout. Il n'y avait pas de musique, juste le crépitement doux des flammes. Il n'a pas posé un genou à terre. Il m'a simplement prise par les mains, son regard intense plongeant dans le mien. Il m'a dit que depuis le premier jour, il n'avait fait que construire en direction de moi. Que chaque projet, chaque ambition n'avait de sens que si je l'attendais à la fin du chemin. Il m'a dit, Élise, je ne veux plus être seulement l'architecte de ma vie. Je veux que nous soyons les architectes de la nôtre. Veux-tu construire avec moi? Point. Ce n'était pas une question sur l'amour, c'était une question sur l'avenir. Une invitation à bâtir. La bague, magnifique dans sa simplicité, était que le sceau sur un contrat déjà signé par nos cœurs. Ce soir-là, j'ai dit oui à un homme, mais j'ai surtout dit oui à une promesse, celle d'une forteresse à 2. Les premières années de notre mariage furent une symphonie, une partition jouée à 4 mains, sans la moindre fausse note. Notre vie était une danse parfaitement chorégraphiée. Nous étions devenus ces couples que l'on voit dans les magazines, beaux, complices, réussissant tout ce qu'ils entreprenaient. Nous avons quitté notre petit appartement pour ce grand haussmannien, qui deviendrait le théâtre de notre bonheur, et, plus tard, de ma chute. Nous l'avons meublé avec une passion commune, passant nos week-ends à chiner dans les brocantes de Saint-Ouen, ou à débattre pendant des heures de la nuance exacte de gris pour les murs du salon. Chaque objet était un jalon, chaque décision une pierre ajoutée à l'édifice. Nos rêves étaient grands, à l'image de notre amour. Le plan était clair, dessiné par Marc, approuvé avec enthousiasme par moi. Il gravirait les échelons de son monde impitoyable de la finance, et je serais son port d'attache, sa confidente, la gardienne de notre équilibre. Nous parlions d'acheter un jour un mât en Provence, une vieille bâtisse en pierre avec des volets bleu lavande, où nous passerions nos étés, loin de l'agitation parisienne. Nous imaginions les grandes tablées d'amis, le bruit des cigales, l'odeur des cyprès après la pluie. Nous voulions des enfants, bien sûr.
2. Un garçon et une fille, qui grandiraient entourés de livres et de rires. J'avais mis mes propres ambitions en sourdine, sans même m'en rendre compte. Mon travail dans la communication était devenu secondaire, un moyen de participer aux charges. Mais ma véritable vocation, ma plus grande fierté, était la réussite de notre couple. Mon je était effacé avec une douceur consentie pour laisser place à notre nous, et ce nous était si lumineux que je ne voyais pas l'ombre qu'il projetait sur moi. La félicité était notre quotidien, mais il y a un souvenir, plus vif que les autres, qui symbolise pour moi l'apogée de cet amour que je croyais éternel. Était lors de notre 3e anniversaire de mariage. Nous étions partis en Toscane, une semaine de pure liberté à bord d'une vieille Fiat 500, sans autre plan que de suivre les routes bordées de cyprès. Un soir nous nous sommes arrêtés dans un petit village perché sur une colline. Le soleil déclinait, baignant le paysage d'une lumière dorée, presque irréelle. Nous nous sommes installés à la terrasse d'une minuscule trattoria, qui surplombait les vignobles. Il n'y avait que nous, et un couple de vieux Italiens qui jouaient aux cartes à l'autre bout de la terrasse. Nous avons commandé une bouteille de Chianti et une assiette de charcuterie. Nous n'avons presque pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Le silence entre nous était plein, riche, une conversation à lui seul. Je me souviens du contact de sa main sur la mienne, de la chaleur du soleil sur ma peau, du goût du vin sur mes lèvres. Je regardais ce paysage d'une beauté parfaite, et je me sentais exactement au même diapason. Tout était aligné. La paix que je ressentais était absolue, une certitude inébranlable. À un moment j'ai tourné la tête vers lui. Il ne regardait pas le paysage. Il me regardait. Il y avait dans ses yeux une tendresse si profonde, si totale, qu'elle m'a submergé. Il a souri doucement et a dit, sa voix à peine un murmure. C'est ça. Le bonheur. Il n'y a rien d'autre. Juste ça. Toi. Point. À cet instant, sur cette terrasse toscane, J était la femme la plus heureuse du monde. J était le centre de son univers, la clé de voûte de notre forteresse. J était aimé d'un amour pur, évident, indestructible. J'ai gravé ce moment dans ma mémoire comme le plus précieux des trésors. Je le regardais, cet homme magnifique, mon mari, et je savais, J était certaine, que nous avions construit quelque chose d'éternel. Était le sommet de la falaise. La vue était parfaite. Je ne savais pas que le seul chemin, depuis le sommet, est celui de la descente. Et que la mienne serait vertigineuse. La descente ne commence jamais par un grand fracas, elle ne prévient pas, elle s'insinue. C'est d'abord une note à peine fausse, dans une symphonie que l'on croyait parfaite. Un silence un peu trop long. Un regard qui glisse au lieu de se poser. Pour moi les premières fissures sont apparues non pas dans un drame, mais dans un triomphe, la promotion de Marc. Celle qu'il attendait depuis des années. Il est devenu directeur associé. Sur le papier, était notre victoire. Nous l'avons célébré avec du champagne dans notre salon, les coupes se heurtant dans un tintement joyeux. Il parlait d'avenir, de sécurité, de notre main en Provence qui se rapprochait. J était fier, sincèrement. Mais en Cunil, écoutant, j'ai senti pour la première fois un décalage. Il ne disait plus « nos projets ». Il disait « mes responsabilités ». Le nous, architectural, commençait à se lézarder. Le changement fut d'abord subtil. Une lente érosion de notre intimité. Les longues soirées au bureau sont devenues la norme. Quand je lui demandais des détails sur sa journée, les réponses devenaient vagues, évasives. Celle-ci était compliquée. Tu ne comprendrais pas. Lui qui autrefois me racontait tout, érigeait maintenant un mur invisible entre son monde et le mien. Son téléphone, autrefois négligemment posé sur la table de chevet, était maintenant toujours retourné, face cachée, ou dans sa poche. Un soir alors qu'il prenait sa douche, l'écran s'est allumé. J'ai vu un nom que je ne connaissais pas. Mon cœur a fait un bond. J'ai lutté contre l'envie de regarder, me répétant que était paranoïaque, que je devais lui faire confiance. La confiance était le ciment de notre forteresse, n'est-ce pas? J'ai choisi de l'ignorer. J'ai choisi de ne pas voir. Puis le poison est devenu plus actif, se mêlant à notre quotidien. La manipulation émotionnelle a commencé, si habilement déguisée en sollicitude que j'ai mis des mois à la reconnaître. Il a commencé à critiquer mes amis. Elle n'est pas une bonne influence pour toi, Élise. Elle est tellement négative. Il a commencé à dénigrer mes centres d'intérêt. Mon carnet de croquis, qui avait refait surface, est devenu ton petit passe-temps qui met du désordre partout.
Il le faisait avec un sourire. Comme une plaisanterie affectueuse. Mais les mots s'accrochaient à moi, me faisant douter de mes propres goûts, de mes propres choix, de mes propres amitiés. Lentement il m'isolait, coupant les fils qui me reliaient au monde extérieur, pour que lui seul reste le centre du mien. Je me souviens d'un dîner, en particulier. Nous recevions des amis, son nouveau patron et sa femme. L'ambiance était élégante, les conversations brillantes. J'avais passé la journée à cuisiner, fier de présenter un plat complexe. Au milieu du repas, j'ai participé à une conversation sur la politique. J'ai donné mon avis, une opinion que j'avais mûrie. Marc a posé sa fourchette et a ri. Un rire léger, charmant. « Oh ne la, écoutez pas », a-t-il dit en s'adressant à la tablée. Élise est une grande idéaliste. Elle vit un peu dans son monde. Il m'a fait un clin d'œil, comme pour sceller notre complicité. Tous les invités ont souri poliment. Mais moi, j'ai senti le sol se dérober. En une phrase, devant tout le monde il m'avait réduite à une enfant rêveuse, disqualifiant ma pensée, m'humiliant avec une tendresse de façade. J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Et le reste du dîner s'est déroulé dans un brouillard. Plus tard, quand je lui ai dit, la voix tremblante, que sa remarque m'avait blessé, il a soupiré avec une patience exaspérée. Élise, était une blague. Tu es devenue si susceptible. Tu devrais te détendre. C'est le stress, sans doute. Il ne s'excusait pas. Il me diagnostiquait. Le problème, ce N, était pas sa cruauté. C, était ma sensibilité. La forteresse N, était plus un abri, C, était une prison dont il était le seul gardien. Chaque tentative de ma part, pour affirmer mon indépendance, était perçue comme une trahison envers notre projet commun. Quand j'ai évoqué l'idée de suivre une formation pour évoluer dans mon propre travail, il a balayé l'idée d'un revers de main. Est-ce vraiment le moment ? J'ai tellement besoin de ton soutien. Ma carrière nous fait vivre tous les deux, non ? Concentrons-nous sur ce qui est important. L'important, C, était lui. Mon rôle N, était plus D, être co-architecte. C, était D, être la gardienne du phare, pendant que son navire à lui, partait à la conquête des océans. Et j'ai commencé à avoir peur. Peur de ses humeurs, peur de le décevoir, peur de cette distance glaciale qui s'installait entre nous la nuit. Je marchais sur des œufs dans ma propre maison. Les soupçons de trahison grandissaient mais je les repoussais avec la force du désespoir. Je ne voulais pas y croire. Y croire, c'est était admettre que la falaise D, Etretat N, était qu'un mirage, que la terrasse en Toscane était une scène de théâtre. C, était admettre que ma vie était un mensonge. Alors je m'accrochais aux miettes, aux rares moments où il redevenait l'homme que j'avais épousé. Un compliment sur ma robe, une main posée sur mon dos. C, était assez pour me faire espérer, pour me faire croire que ce N était qu'une mauvaise passe, que le stress de son travail l'avait changé temporairement. La vérité, quand elle est arrivée, n'a pas frappé à la porte, elle l'a défoncée. Était ce mardi soir. Un soir ordinaire, gris et pluvieux. J était dans la cuisine. Le parfum du basilic frais flottait dans l'air, exactement comme ce soir qui allait tout changer. J était en train de préparer un risotto, le plat réconfortant par excellence. J'avais besoin de réconfort. Il est rentré, plus tard que d'habitude. Pas un mot, juste un baiser fuyant sur mon front. Son visage était un masque d'indifférence polie. Une façade qu'il portait maintenant en permanence. Il a posé ses clés et son téléphone sur la console dans l'entrée, avant d'aller directement dans la salle de bain. Et c'est là que le château de cartes s'est effondré, son téléphone s'est allumé. Une notification est apparue sur elle, écran verrouillé. Je n'ai pas cherché à lire. Mes yeux ont été happés. Un simple message, d'un nom que je ne connaissais pas. Une simple phrase qui a arrêté le temps. Qui a arrêté mon cœur ? Hâte de te retrouver, loin d'elle. Loin d'elle. Elle. Jip était devenue, elle, une contrainte, un obstacle, un décor dont il fallait éloigner pour enfin vivre. Je suis resté figé, la cuillère en bois à la main. Le son du risotto qui frémissait doucement dans la casserole était la seule chose vivante dans la pièce. Le reste était un silence de mort. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une vague de froid glacial m'a envahi, partant de mes pieds pour remonter le long de ma colonne vertébrale et glacer mon cerveau. Ce N était pas seulement la confirmation de l'infidélité. C était la compréhension soudaine, fulgurante, de l'ampleur du mensonge. D'un seul coup, les 2 dernières années de ma vie se sont réécrites. Chaque soirée passée seule au bureau, chaque voyage d'affaires, chaque explication vague, chaque critique, chaque moment de froideur, tout a pris son sens. Ce N était pas le stress. C était une double vie. Le séminaire à Lyon, C
était un week-end à Rome avec elle. Ce dîner d'affaires qui, éternisait, était une table réservée pour deux, dans un de ces restaurants où il ne m'emmenait jamais. L'homme qui se douchait à quelques mètres de moi, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit, mes rêves et mes peurs pendant 15 ans, était un étranger. Et moi, étais la dupe. La gardienne d'un sanctuaire profané, la figurante d'une pièce dont j'ignorais le titre. J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter. J'ai laissé tomber la cuillère dans l'évier. Sans un bruit, je me suis assise par terre, le dos contre les placards de la cuisine. Le froid du carrelage a commencé à s'insinuer dans mes os. Dehors, la vie continuait. Une sirène au loin, les phares d'une voiture balayant le plafond. Mais à l'intérieur de moi, tout était brisé. La falaise Étretat, venait de s'effondrer dans la mer. Et était dessous. Quand il est sorti de la salle de bain, une serviette nouée autour de la taille, des gouttes d'eau perlant sur ses épaules, il m'a trouvé là. Assise sur le sol froid de la cuisine, le dos contre les placards, inerte. Une inquiétude feinte a traversé son visage. Était une expression qu'il avait dû répéter devant un miroir. Élise? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai levé les yeux vers lui. Je l'ai regardé, mais je ne le voyais plus. Je voyais l'inconnu. L'acteur. Le metteur en scène. Ma voix, quand elle est sortie, était un filet d'air glacial, sans tremblement, sans larmes. Une voix que je ne me connaissais pas. Qui est-ce qui a hâte de te retrouver loin d'elle? Le masque est tombé une fraction de seconde, j'ai vu la panique pure dans ses yeux. Puis, instantanément, il l'a remplacé par un autre. L'indignation, la manipulation. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a vu son téléphone sur la console, puis mon regard. Et il a compris. Sa stratégie a changé. Il n'allait pas avouer. Il allait attaquer. Tu as fouillé dans mon téléphone? C'est une blague? Je n'arrive pas à croire que tu en sois arrivé là. Cette jalousie te ronge, Élise. Il a prononcé mon nom comme s'il était une maladie. J'ai senti le venin de ses mots essayer de s'infiltrer, de me faire douter de ma propre santé mentale. Était sa technique, celle qu'il avait perfectionnée ces derniers mois. Me faire croire que le problème, était moi. Mais cette fois le poison n'a pas pris. Le choc m'avait administré l'antidote. Je voyais clair pour la première fois. Ce n'est pas la trahison qui a été la goutte d'eau, c'est ce moment précis. Ce refus de m'accorder ne serait-ce que la dignité de la vérité. Cette tentative de me briser une dernière fois, de me faire porter le chapeau de sa propre duplicité. C'est là que le dernier fil qui me reliait à l'homme que j'avais aimé s'est rompu, avec un claquement sec et définitif. Je me suis levée. Lentement, en m'appuyant sur le plan de travail. Je me sentais vieille de 100 ans. Et en même temps je sentais une force nouvelle, une force née du néant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux le divorce, Marc. Le mot a flotté dans le silence de la cuisine. Divorce. Un mot laid. Un mot qui n'avait jamais eu sa place dans notre vocabulaire. Son visage s'est décomposé. Il a tenté une dernière carte. Celle de la pitié condescendante. Élise, sois raisonnable. Tu es sous le choc. On ne va pas jeter 15 ans de notre vie par la fenêtre pour une bêtise. Un malentendu. Un malentendu. Ma vie entière. Un malentendu. Il n'y a plus rien à jeter par la fenêtre, Marc, ai-je répondu, ma voix toujours aussi blanche. Tu as déjà tout brûlé. Les jours qui ont suivi ont été un purgatoire. Nous vivions comme deux fantômes dans le mausolée de notre amour. Le silence était notre seule conversation. Chaque objet criait son nom, son souvenir, notre histoire. Je dormais sur le canapé du salon, enroulé dans un plaid, écoutant les bruits de l'appartement qui, était déjà plus le mien. Quand nous nous croisions, nous détournions le regard. Il n'a plus jamais essayé de s'excuser. Il était déjà passé à autre chose. La stratégie de sortie. L'annonce à nos proches a été une seconde déchirure. Mes parents, dévastés, ne comprenaient pas. Mais vous étiez le couple parfait. Nos amis se sont divisés en deux camps, comme dans une cour d'école. Certains m'ont appelé, maladroit, me proposant un café que je n'avais pas la force d'accepter. D'autres ont disparu de ma vie du jour au lendemain, choisissant la facilité de son récit, sans doute plus simple, moins accusateur. La solitude est devenue mon unique compagne. Puis est venu le jour où j'ai dû partir. Il gardait l'appartement. Était non négociable. Était son trophée, le décor de sa nouvelle vie.
j'ai fait une seule valise. Que prend-on quand on quitte 15 ans de sa vie? J'ai laissé les bijoux, les cadeaux, les objets de valeur. J'ai pris mes vieux carnets de croquis. Un pull en laine usé que ma grand-mère m'avait tricoté. Une photo de moi enfant. Rieuse et insouciante. J'ai pris les quelques fragments de la femme que j'y étais avant lui. En refermant la porte de cet appartement pour la dernière fois, je n'ai pas pleuré. J'y était vide. Anesthésié. Le deuil viendrait plus tard. Le divorce n'a pas été amical, il a été une guerre d'usure. Marc, l'architecte méticuleux, a appliqué la même précision à la démolition de notre vie commune qu'il l'avait fait pour sa construction. Chaque meuble, chaque compte en banque, chaque souvenir a été transformé en un actif à diviser, ou plutôt, à s'approprier. Il était dans son élément, le monde de la finance, des chiffres, des contrats. J était sur un terrain miné, où chaque pas menaçait de faire exploser une nouvelle humiliation. Le moment le plus difficile, le plus violent, a eu lieu dans le bureau glacial de son avocate. Nous étions assis de part et d'autre d'une immense table, en acajou verni, nos avocats entre nous comme des arbitres sur un ring. On parlait de la voiture. Notre voiture. Celle de nos week-ends à Étretat, de nos vacances en Toscane. Celle où nous avions chanté à tue-tête sur de vieilles chansons, où nous avions parlé d'avenir pendant des heures. Soudain Marc a pris la parole, d'un ton calme et raisonnable. Concernant la voiture, je pense qu'il est juste que je la conserve. Après tout, c'est moi qui ai financé la majorité de son achat, et Élise n'en aura pas l'utilité dans le petit studio qu'elle compte louer. Le petit studio qu'elle compte louer. En une phrase, il m'avait défini. Il m'avait assigné à ma nouvelle place, petite, insignifiante, dépendante. Il a dit cela sans me regarder, en s'adressant directement à son avocate. J était un sujet de discussion, un problème logistique. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai regardé cet homme, et la haine que j'ai ressentie à cet instant m'a surprise par sa violence. Ce haine était pas de la colère. C était le rejet viscéral d'un corps étranger, qui avait empoisonné mon existence. Le jour de la signature des papiers est arrivé quelques mois plus tard. J était assise dans ce même bureau, devant cette même table. Le silence était pesant. L'avocate a fait glisser le document vers moi. Une pile de feuilles qui résumait 15 ans de vie, à des clauses et des paragraphes numérotés. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. En le tenant au-dessus du papier, juste avant de signer, tout a défilé dans ma tête. La rencontre dans la galerie d'art, la promesse sur la falaise, le rire sur la terrasse en Toscane, le mur de notre chambre que nous avions peint ensemble. Une tristesse infinie m'a submergée, une vague lourde et silencieuse. La tristesse de l'homme, échec, la tristesse d'un rêve mort. Puis j'ai pensé à son visage quand il m'avait menti, j'ai pensé à son mépris dans ce bureau, j'ai pensé au mot « elle » et j'ai signé. Mon nom, Élise Renaud, tracé d'une encre noire et définitive. En posant le stylo, je n'ai pas ressenti de joie. Mais, j'ai senti un poids que je portais depuis des mois, sans même en connaître l'ampleur, se soulever de mes épaules. C était un mélange étrange et puissant. La peur terrifiante du vide qui s'ouvrait devant moi. La tristesse d'un passé à jamais révolu. Et un soulagement. Un soulagement immense, presque vertigineux. C était fini. Le combat était fini. L'humiliation était finie. J était au point zéro. J n'avait plus rien. Mais pour la première fois depuis des années, J était libre. Cette signature N était pas la fin de mon histoire. C était la première lettre du premier mot de la mienne. En sortant du cabinet de l'avocate, l'air de la rue m'a semblé différent, plus vif, plus froid, comme si j'inhalais de l'oxygène pour la toute première fois. J était officiellement une femme divorcée. Une femme libre. Et une femme terrifiée. Le point 0 N était plus une métaphore. C était l'adresse de mon studio de 20 mètres carrés. Les premiers mois furent une traversée du désert, mais un désert sous un ciel que je découvrais immense. La solitude était une présence physique. Les week-ends, surtout. Ces longs week-ends autrefois rythmés par les brunchs, les balades, les dîners entre amis, étiraient maintenant dans un silence assourdissant. Il y a eu des dimanches où la seule conversation que j'avais était avec la caissière du supermarché. Des soirées où je me suis surprise à parler à voix haute, juste pour entendre un son humain. Le chagrin revenait par vagues, sournoises et imprévisibles. Une chanson à la radio, l'odeur d'un parfum dans le métro, un couple se tenant la main, et la douleur était là, intacte, aiguë, me rappelant la vie fantôme que j'avais perdue. Mais au milieu de ce deuil, des éclats de lumière perçaient, des moments de liberté si purs, si inattendus, qu'ils me coupaient le souffle.
Un soir, j'ai eu envie d'une pizza aux anchois, celle que Marc détestait. Je l'ai commandée, et je l'ai mangée à même le carton, assise par terre, en regardant un vieux film en noir et blanc. Et j'ai souri. C était un petit rien. Une victoire minuscule. Mais C était la mienne. J'ai commencé à collectionner ces petits riens. Marcher sous la pluie sans que personne ne me dise que j'allais attraper froid. Passer une après-midi entière dans une librairie. Acheter une plante verte ridiculement grande pour mon petit espace. Juste parce que ces feuilles me plaisaient. Je n'avais de compte à rendre à personne. Je redécouvrais le luxe simple et absolu d'être mon propre maître. La véritable guérison a commencé quand j'ai accepté que je ne pouvais pas la faire seule. Pousser la porte d'un cabinet de thérapeute a été l'un des pas les plus difficiles et les plus importants de ma vie. Semaine après semaine, dans le calme de ce bureau, j'ai déballé le chaos qui était en moi. J'ai appris à mettre des mots sur la manipulation, sur l'isolement, sur cette lente érosion de mon estime de moi, que j'avais confondue avec de l'amour. Ma psy ne m'a pas donné de réponse. Elle m'a appris à me poser les bonnes questions. Et la plus importante était, en dehors du nous, qui est « je ». Point. Pour répondre, j'ai dû agir. J'ai ressorti mes carnets de croquis et je me suis inscrite à un cours de modèle vivant. Au début, mes mains tremblaient. J'avais peur du jugement, peur de ne plus savoir faire. Mais dans le silence de l'atelier, au son du fusain qui crissait sur le papier, j'ai retrouvé quelque chose de moi que je croyais perdu à jamais. Ma capacité à observer, à créer, à donner une forme au monde qui m'entourait. Je ne dessinais pas pour être une artiste. Je dessinais pour me sentir vivante. J'ai aussi renoué avec les amitiés que Marc avait si habilement mises à distance. J'ai rappelé ces amies qu'il qualifiait de « négatives » ou de « trop envahissantes ». Elles m'ont accueilli à bras ouverts, sans question, sans jugement. Elles m'ont simplement rendu ma place dans leur vie. Avec elles, j'ai réappris à rire. Pas le petit rire poli des dîners mondains, mais le vrai rire. Celui qui part du ventre, qui fait pleurer, et qui guérit l'âme. Elles ont été mes piliers, les gardiennes de ma santé mentale, me rappelant constamment la femme que j'étais avant, celle qu'elles n'avaient jamais cessé de voir. Aujourd'hui, ma vie ne ressemble en rien à celle que j'avais projetée, et c'est ce qui la rend si précieuse. J'ai quitté le petit studio. J'habite maintenant un 2 pièces lumineux, au dernier étage, avec une petite terrasse où je cultive des tomates et des herbes aromatiques. Ce n'est pas un appartement haussmannien, mais c'est un sanctuaire. Mon sanctuaire. Chaque livre dans ma bibliothèque, chaque tasse dans ma cuisine, chaque photo au mur a été choisie par moi. Le mur jaune est toujours là, mais il n'est plus seul. Il est entouré de couleurs, d'Alina, œuvres d'amis artistes, de souvenirs de mes voyages. Ma routine est simple, et elle m'appartient. Le matin, je prends mon café sur ma terrasse, en regardant le soleil se lever sur les toits de Paris. Je travaille toujours dans la même agence, mais je dirige maintenant ma propre équipe. Mon travail n'est plus un simple gagne-pain, c'est un espace où j'exprime ma créativité et mon leadership. Les soirs sont variés. Parfois je sors avec des amis. D'autres fois je reste seule, avec un bon livre ou de la musique. Et cette solitude n'est plus un vide à combler, mais un espace à savourer. La femme que je suis devenue est plus nuancée, plus forte, mais aussi plus douce. J'ai appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le courage d'être soi-même. J'ai appris que l'amour ne doit pas être une cage dorée, mais un partenariat entre deux êtres entiers, qui choisissent de grandir ensemble, sans s'effacer l'un l'autre. J'ai appris à faire confiance à mon intuition, cette petite voix intérieure que j'avais étouffée pendant si longtemps. Elle est devenue ma boussole. Et le pardon, c'est une question complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai un jour la cruauté délibérée, l'humiliation. Mais j'ai fait quelque chose de plus important. Je me suis pardonné. Je me suis pardonné de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. Je me suis pardonné d'avoir cru qu'en m'effaçant je construisais quelque chose de solide. Ce pardon m'a libéré du passé, non pas en l'effaçant, mais en le transformant en une leçon. La cicatrice est là, mais elle ne me fait plus mal. Elle me rappelle simplement le chemin parcouru. Quant à l'avenir, je le regarde avec une curiosité sereine. Je ne suis plus à la recherche de l'amour comme si était le but ultime de mon existence. Suis-je ouverte à une nouvelle rencontre? Oui, bien sûr. Mais les conditions ont changé. Je ne cherche plus un architecte pour construire ma vie. J'ai déjà ma forteresse. Si quelqu'un doit y entrer, il devra venir avec les plans de la sienne, et nous verrons si nos deux domaines peuvent coexister en harmonie, avec des ponts pour se rejoindre, mais des murs solides pour préserver nos espaces respectifs. Pour l'instant, je suis concentrée sur mes propres plans. Un voyage au Japon, un projet professionnel ambitieux, apprendre à parler italien.
Mon bonheur ne dépend plus d'une promesse faite au sommet d'une falaise. Il se construit chaque jour, dans les petites joies, les grands défis et la paix profonde d'être enfin, et entièrement, moi-même. Il a cru me laisser sans rien. Il m'a laissé l'essentiel. Et avec cet essentiel, j'ai bâti un royaume. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je ne vois plus seulement les décombres de ma vie d'avant, je vois un chantier. Le chantier le plus important, le plus fondamental de mon existence. Il a fallu que tout ça écroule pour que je puisse enfin voir les véritables fondations. Et ces fondations, ce N, n'étaient pas cet appartement haussmannien, ni ce mariage, ni l'approbation dans le regard d'un homme. Les fondations, étaient moi. Et elles étaient intactes, sous les ruines. Si je pouvais voyager dans le temps, juste un instant, et me retrouver aux côtés de cette femme que j'y étais, assise sur le carrelage froid de la cuisine, le regard vide, persuadée que sa vie était terminée, que lui dirais-je? D'abord, je ne dirais rien. Je la prendrais dans mes bras. Je la laisserais pleurer. Je lui dirais de vider tout le chagrin, toute la rage, toute l'incompréhension. De ne pas avoir honte de sa douleur. Car cette douleur est la preuve qu'elle a aimé. Qu'elle a cru, qu'elle a vécu. C'est le grand nettoyage nécessaire avant toute reconstruction. Puis je lui murmurai à l'oreille. Tu crois qu'il t'a tout pris, tu as tort. Il a pris le décor, les accessoires, le costume que tu portais pour jouer un rôle que tu n'avais pas choisi. Mais il t'a laissé, toi. L'actrice principale. Et le script de la suite, c'est toi, et toi seul, qui va maintenant écrire. Je lui dirai de ne pas avoir peur du silence qui l'assourdit. Je lui dirai d'apprendre à écouter. Car dans ce silence, elle entendra une petite voix qu'elle a étouffée pendant des années. La sienne. Et cette voix lui indiquera où poser la première pierre. Ce sera peut-être un coup de pinceau audacieux sur un mur blanc, un billet de train pour une destination inconnue, ou simplement la décision de commander cette pizza qu'elle est la seule à aimer. Et surtout je lui dirai pardonne-toi de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu, tu n'étais pas aveugle, tu étais amoureuse. Tu n'étais pas faible, tu étais loyale. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des qualités magnifiques qu'un jour, tu offriras à quelqu'un qui saura les honorer. Ou, plus important encore, que tu apprendras enfin à t'offrir à toi-même. Et à vous qui m'aimez, écoutez aujourd'hui. À vous qui êtes peut-être, en ce moment même, au milieu des ruines de votre propre vie. À vous qui regardez un avenir qui ressemble à un mur blanc, vide et terrifiant. Je veux vous dire ceci. Ce point zéro que vous redoutez tant, c'est une chance. Une chance inouïe. Personne ne vous le dira comme ça, mais c'est la vérité. C'est l'endroit où l'on se dépouille de tout ce qui n'est pas essentiel. C'est la terre brûlée sur laquelle tout peut repousser, plus fort, plus authentique, plus vrai. On ne vous a pas laissé sans rien, on vous a laissé avec vous-même. Et c'est la seule richesse qui ne pourra jamais vous être enlevée. Vous êtes l'architecte. Vous avez toujours eu les plans en vous. Peut-être sont-ils recouverts de la poussière du quotidien. Peut-être sont-ils froissés par les compromis. Mais ils sont là. Dépliez-les. Ne cherchez pas à reconstruire la même maison, elle était fragile, vous le savez maintenant. Bâtissez votre forteresse, pierre par pierre, un jour à la fois. Célébrez chaque minuscule victoire. Le premier repas que vous prendrez plaisir à cuisiner pour vous seul, la première nuit sans larmes, le premier rire qui vous surprendra au détour d'une rue. N'ayez pas peur, la douleur que vous ressentez aujourd'hui est le carburant de la force que vous aurez demain. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte. Elles sont la carte de votre survie, le témoignage de votre incroyable résilience. Mon histoire n'est pas exceptionnelle. C'est l'histoire universelle de la capacité humaine à se réinventer. On a cru me détruire en m'enlevant tout. Mais ce faisant, on m'a forcé à trouver la seule chose qui compte vraiment. La seule chose indestructible. La femme que je suis. En me laissant sans rien, il m'a offert le plus beau, le plus inattendu des cadeaux. Il m'a offert ma propre vie. Alors, levez-vous. Prenez un pinceau, un stylo, un billet de train, ou simplement une grande inspiration. Et posez votre première pierre. Votre horizon vous attend. Et de vos remparts, je vous le promets, la vue est magnifique.